Bonjour Jean-Paul Chagnolot, merci d'être dans ce studio. Vous êtes professeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. On va revenir avec vous dans un instant sur la situation et les appels à un cessez-le-feu cette nuit depuis l'ONU. Peuvent-ils, oui ou non, être entendus? La situation, bien sûr, au Liban. Mais justement, on va commencer par prendre la direction de Beyrouth pour retrouver notre envoyé spécial, Nicolas Roper. Bonjour Nicolas. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nicolas, vous êtes arrivé hier soir à Beyrouth, la capitale, où se massent les réfugiés qui fuient les bombardements du sud du pays, hein. Oui Apolline, en fait c'est vraiment frappant hein, quand on arrive dans la capitale libanaise. On voit l'afflux de déplacés. En fait, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui les combats, notamment dans le sud du pays. Et beaucoup ont rejoint Beyrouth. Et ça se voit, hein, les voitures sont garées partout dans un chaos indescriptible. Certains de ces déplacés sont hébergés chez leurs proches ou dorment dans des hôtels, ceux qui ne sont pas encore complets. Les autres ont trouvé refuge dans des écoles ou dans des mosquées transformées pour l'occasion en dortoirs géants. Il faut s'imaginer des salles de classe où s'entassent jusqu'à 40 personnes avec ou sans matelas pour dormir, subsistant grâce à la solidarité des habitants venus leur apporter là de la nourriture ou des vêtements. À Beyrouth, en tout cas, la tension est palpable, hein. Les discussions politiques peuvent vite s'envenimer quand les avis divergent. On en a été témoin aussi hier. Et il y a de la résignation, hein, de la peur chez les Libanais qui se souviennent de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël. C'était en 2006. Il y avait eu plus d'1 millier de morts civiles côté libanais. Et même s'il n'y a pas eu de frappe cette nuit, tout le monde a cette dernière offensive en tête. Nicolas, un cessez-le-feu de 21 jours est proposé par la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils en disent, les Libanais avec qui vous avez échangé? Alors, énormément de scepticisme avec la plupart des Libanais que nous avons rencontrés. Les paroles, c'est bien, mais il faut des actes, nous a-t-on répété. Cette proposition de trêve de 21 jours, pourquoi pas, nous dit-on ce matin. Mais les Libanais ne croient pas qu'Israël arrêtera ces bombardements, sauf si les États-Unis et Joe Biden tapent véritablement du poing sur la table. Merci Nicolas. Nicolas Roper, donc en direct de Beyrouth. Je précise également qu'à l'instant, on apprend par la voix du consul de France au Liban qu'aucune évacuation de Français n'est prévue à ce stade. Jean-Paul Chagnolot, la marche vers la guerre entre donc le Hezbollah et Israël est-elle évitable? Je crois qu'elle aurait pu être évitée, bien entendu, parce que c'est un choix fondamental de Netanyahou. Je pense qu'il aurait très bien pu s'arrêter, il aurait pu fondamentalement accepter le cessez-le-feu à Gaza. Je crois que c'était ça le point de départ. Or, il a refusé. Alors même que les conditions à Gaza auraient permis ce cessez-le-feu, parce qu'aujourd'hui, il est clair que l'armée israélienne contrôle la situation sur le plan militaire. Mais en même temps, ça en dit long sur sa politique. C'est-à-dire qu'il veut rester à Gaza. C'est ça l'idée. Donc, il ne veut pas de cessez-le-feu parce que si on prend en compte la résolution du 10 juin, qui était la résolution du Conseil de sécurité, qui est la base de tout ça, ça signifie, un, on fait un cessez-le-feu, et deux, on fait en sorte que les troupes israéliennes se retirent. Et de ça, il n'en veut pas. Et par conséquent, la guerre continue. Et l'obstacle suivant, pour lui, c'était évidemment le Hezbollah. Et donc, on est dans cet engrenage de guerre qui mène finalement nulle part, évidemment. Professeur, on entend Emmanuel Macron cette nuit qui appelle non seulement en effet Israël à cesser, je cite, l'escalade au Liban, mais qui immédiatement rajoute qu'il appelle également le Hezbollah libanais à arrêter ses tirs vers Israël. C'est une lecture pour le coup des deux côtés. Oui, bien sûr, mais je pense que le Hezbollah n'a pas intérêt. Lui-même n'a pas intérêt Il n'a pas à ce que intérêt à cette, il n'a pas cet intérêt à cette affrontement guerre. C'est pas n'existe sa pas. guerre. C'est pas sa guerre. Il a voulu montrer une forme de solidarité à l'égard du Hamas et donc il a ouvert un front, mais toujours contrôlé jusqu'à ces derniers jours, bien entendu. Et donc, s'il y avait un cessez-le-feu à Gaza, la raison pour laquelle le Hezbollah s'est engagé disparaîtrait. Et je pense que ça serait bien pour tout le monde. Et s'il y avait un cessez-le-feu, une fois encore, on pourrait enfin penser en termes d'avenir. Or, aujourd'hui, tout est bloqué. Et j'ajouterais un point très important, c'est que si Netanyahou veut faire ça, c'est parce que, je le répète, il veut rester à Gaza et il ne veut pas entendre parler de cette résolution du 10 juin qui implique quelque part qu'on s'intéresse au fond de l'affaire, c'est-à-dire au règlement politique du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, la situation à Gaza est absolument désastreuse puisqu'on a entassé pratiquement les 2 tiers de la population gazaoui dans le sud, autour de Rafah, autour de Khan Younes et de Malawazi. Jean-Paul Chagnolot, si on se concentre sur ce qui se passe en ce moment même au Liban, quel est également le rôle de l'Iran dans cette histoire? Écoutez, l'Iran, je crois que c'est pas sa guerre non plus, n'a pas envie de cette guerre, et je crois que Mais il a toujours financé le Hezbollah. oui, bien sûr, mais il y a eu
des changements politiques importants en Iran, avec un nouveau président, Massoud Pezeshkian, et le discours qu'il a fait aux Nations Unies est quand même intéressant. Il a parlé de cessez-le-feu. En général, un dirigeant iranien est toujours dans des diatribes pas possibles à l'égard d'Israël. Là, le président dit il faut un cessez-le-feu. Et je crois que c'est une vérité pour ce qui concerne l'Iran. L'Iran a des problèmes internes considérables, notamment sur le plan économique. Et il y a eu des changements, peut-être encore mineurs, mais importants sur le plan politique, avec ce nouveau personnage qui est entré au fond quelque part comme par effraction dans le système politique, parce que le comité d'experts, vous savez, qui sélectionne les candidats, n'a pas vu venir Massoud Pezeshkian, et du coup, on a quelque chose qui se passe en Iran, et la première chose qu'a fait Pezeshkian, c'est de prendre comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui a fait l'accord sur le nucléaire, et il a ouvert un dialogue avec les États-Unis. Donc vous voyez bien, on est quelque part... Donc ils n'ont pas forcément intérêt eux-mêmes à ce que cette Ils ont fondamentalement intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre, et que cette guerre s'arrête, bien entendu. La question, c'est aussi la situation des Libanais qui se retrouvent pris en tenaille. Je voudrais revenir sur un éditorial de Lorient Le Jour qui était cité hier par Mathieu Béliard. Lorient Le Jour qui dit « Le Hezbollah dévore le Liban de l'intérieur, Israël promet de l'annihiler depuis l'extérieur ». Le Hezbollah s'est installé dans le Liban. Qui sont les interlocuteurs désormais au Liban? C'est-à-dire qu'on se souvient de Chirac Hariri. Aujourd'hui, on a l'impression que le Liban est comme une coque vide dans laquelle le Hezbollah a pris une partie du pouvoir. Vous savez, c'est une longue histoire. C'est d'abord une histoire d'un pays qui a été créé par la France en 1920, avec trois communautés principales, les sunnites, les chrétiens et les chiites. Et les chiites, pendant très longtemps, ont été complètement marginalisés, jusque dans les années 70 à peu près. C'était, au fond, le pouvoir, c'était les sunnites et les chrétiens surtout, jusqu'à Taïef, c'est-à-dire jusqu'en 1989. Et aujourd'hui, c'est vrai, depuis une trentaine d'années, le Hezbollah est devenu un acteur puissant. Il fait partie du système politique, mais en même temps, il est très lié à l'Iran. Donc il a au fond une culture chiite régionale qui le lie à l'Iran. Et d'autre part, c'est un acteur libanais, un nationaliste libanais. Et donc il y a ces deux aspects. Et aujourd'hui, malheureusement pour les Libanais, eh bien, il n'y a pas d'entente véritable. Encore qu'il y a des alliances avec les chrétiens. Pourquoi est-ce que Aoun a été le précédent président libanais a été élu? C'est parce que chrétien, il avait le soutien du Hezbollah. Donc c'est un acteur important. Mais voilà, il est sur des postures qui sont assez radicales. La France a-t-elle encore une voix qui porte là-bas? J'allais dire avec presque une larme à l'œil, ça c'est du passé. Vous savez, je crois que... On a vu Emmanuel Macron faire un certain nombre de déclarations avec le drapeau libanais derrière lui. Oui, bien sûr, mais il se trompe d'époque et puis surtout il s'est trompé de politique. Je veux dire qu'à partir du moment où dès les premiers jours, après le 7 octobre, il a fait des déclarations qui sont très en retrait ou très en désaccord avec ce qui était la ligne habituelle de la France, il a perdu en quelques jours toute crédibilité à l'égard du Liban, mais à l'égard de tous les pays arabes. Enfin, la voix de la France était... Jean-Yves Le Drian est sur place. Personne n'écoute Jean-Yves Le Drian, à part peut-être Macron. Mais au Liban, il n'a aucune espèce d'audience. Et c'est malheureux, parce que la France, paradoxalement, elle n'est pas écoutée, mais elle est attendue. Il y a une espèce de paradoxe bizarre. On voudrait bien que la France soit ce qu'elle fut, mais elle ne l'est plus véritablement. Jean-Paul Chagnolot, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes le président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, professeur des universités.